Ça va, monsieur? Vous n'avez mal nulle part? Est-ce que vous prenez des médicaments? Non. Non? Et ici dans le dos, il n'y a pas de douleur dans le dos? Vous étiez couché sur le côté? Vous êtes détaché tout seul? Vous ne savez pas? D'accord, ok. Donc là, vous êtes un peu coincé dans le véhicule. On va voir comment on va vous sortir. Hein. Là, on a l'information qu'un monsieur a fait un accident de voiture avec une voiture couchée sur le flanc. Un seul patient impliqué, mais coincé dans sa voiture. Ok, je pense avoir l'idée. Il y a du monde dans la rue, il y a le bus qui arrive, qui est bloqué. Ouais, visuel, c'est ça. Voiture sur le flanc. Parfait. Ouais, non. Donc on va se poser juste à côté. Ouais, c'est bon. Bon, on attend ton go. On est posé. C'est go, les gars. Ok, c'est bon pour moi. La première chose qu'on fait, c'est d'aller, on va tout près de la victime, voir comment est-ce qu'elle va, prendre ses paramètres, voir si elle a mal, voir s'il faut poser une voie veineuse d'emblée. Ne touchez pas à la minerve, monsieur. Elle est là pour protéger votre colonne. Hein. Et donc, je pense que le plus simple, c'est si on arrive à baisser le siège et glisser la planche, on le tire sur la planche et on le sort, ce sera plus facile pour tout le monde. Vous reprenez en hélico ou il repartira dans Il faut que je puisse l'examiner convenablement. Okay. Donc je l'examinerai, on prendra ses paramètres et on verra quoi. Okay. Mais il est confus d'un point de vue neurologique, donc. Didier est médecin, Adelin infirmier, Laurent est pilote. Tous les trois sont de garde aujourd'hui au CMH, le centre médical héliporté de Bras-sur-Lienne, un service d'aide médicale urgente disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Leur moyen de transport, un hélicoptère. Vous étiez tout seul dans la voiture, monsieur? Le patient accidenté a été transporté au CHU de Liège. Qu'est-ce qu'on va faire? On va un peu faire des examens, hein, parce que vous êtes quand même fort désorienté. On se demande si vous n'avez pas fait un petit malaise. Donc monsieur d'une soixantaine d'années, un impact qui est modéré. Il vient percuter une voiture qui est en stationnement et puis se retrouve sur le flanc. Cinétique qui est vraiment moyenne. Quand on arrive, il est assis dans sa voiture, la ceinture est enlevée et il est assis sur la fenêtre en fait, sur la vitre latérale. Confus, il ne se plaint. Ça a été ceinturé lui-même? A priori oui. Confus mais ne se souvient de rien et au niveau de sa colonne tout est palpé, il n'y a pas de douleur, au niveau abdominal il n'y a pas de souci. L'équipe d'urgence a transmis le relais. Le patient est en sécurité à l'hôpital. Didier, Adelin et Laurent rentrent à la base. À peine arrivée, l'équipe est à nouveau disponible pour une autre mission. Elle peut être appelée à n'importe quel moment. Alors le réflexe quand on revient d'une mission, refaire le plein? Quand on dit faire le plein, c'est ravitailler, c'est remettre par rapport aux normes qui correspondent aux performances, par rapport à la météo du jour, du moment et par rapport au nombre de personnes à bord. Des interventions comme celle qui vient de se terminer, le CMH en fait en moyenne 4 par jour. Un chiffre en constante évolution depuis la création de la SBL. L'histoire du CMH, en fait, elle démarre en 1986 à l'initiative d'un médecin, le docteur Luc Macquois, qui en fait s'est ému de la situation de la région en matière de secours médicalisés urgents. Au carrefour des provinces de Luxembourg, Liège et Namur, Bras-sur-Lienne est en effet au cœur d'une zone rouge. C'est une zone où les moyens médicaux mettent plus de 15 minutes pour intervenir sur le lieu d'intervention après l'appel au 112. Et donc cette zone rouge ici, c'est la zone rouge démographiquement la plus importante de Belgique. Pendant 10 ans, Luc Macquois intervient dans la région avec une ambulance. En 1997, il installe une base héliportée à Bras, il loue un hélicoptère, le projet semble fou, intenable. Ce qui fait que ça a marché, c'est que c'est un projet humain, d'abord, et dont l'objet social
Et la philosophie de départ, c'est le secours à la population. C'est vraiment l'entraide, la solidarité qui sont les piliers fondamentaux de l'ASBL. En 20 ans, l'ASBL a bien évolué. Elle s'est structurée, elle s'est professionnalisée. 3 employés composent aujourd'hui l'équipe administrative, une équipe renforcée au quotidien par des bénévoles. Albert vient ici tous les vendredis. Je suis devenu des bénévoles parce que donc j'ai été transporté par l'hélicoptère. Ils ont mis 6 minutes pour venir chez moi. Ils ont mis 8 minutes pour aller au CHU. Avec ça, j'ai pas de dégâts au cœur. Donc j'avais promis que quand je serai pensionné, je me mettrai à la disposition du CMH. Essentiellement, je mets des cartes sous enveloppe pour envoyer aux personnes qui sont affiliées. Et alors, une fois par mois, nous faisons une mise sous enveloppe pour le renouvellement des cotisations. Cette carte, c'est la carte de soutien du CMH. Elle permet à celui qui est affilié de bénéficier gratuitement de l'intervention héliportée. Sans la carte d'affiliation, il n'y aurait plus de secours héliporté ici dans la région. La carte d'affiliation, aujourd'hui, couvre la moitié du budget de la SBL. C'est grâce à la population que la SBL est là et continue à se développer. C'est vraiment important de le souligner. On est là pour porter secours à la population, mais on est aussi là grâce à eux. On est aujourd'hui à plus ou moins 55 000 cartes, ce qui représente, puisqu'il y a des cartes familiales et des cartes individuelles, 120 000 personnes qui sont couvertes par cette carte. Liège. Sans Liège pour l'hélicoptère de Bras-sur-Liène AFP, j'ai bien reçu. C'est un médecin, c'est dans son cabinet médical, une personne qui est tombée en arcade. Comment c'est le massage cardiaque? Quand on est déclenché pour une mission, on vient directement à l'hélicoptère, on met en route et l'hélicoptère est rapidement prêt à partir. L'équipe médicale se présente pendant la phase de mise en route et généralement, entre le moment où l'alerte est déclenchée et celui où on est en l'air, il s'est passé 3 minutes. On ne sait pas où et comment on va se poser une fois sur place. C'est une fois qu'on est sur la scène de l'événement qu'on va analyser son environnement, les risques qui se présentent autour, qui sont liés à la présence de lignes par exemple, d'autres objets volants, des obstacles au sol. Voilà, c'est tout ça qu'il faut analyser et c'est là le point particulier, la difficulté propre à trouver un endroit pour se poser, toujours avec le maximum de sécurité. Et tu as la petite rambarde là, tu l'as vu du sol. À gauche c'est libre hein? À gauche c'est libre, ok. Tout à fait libre, tu peux caler à gauche. Tu as vu du sol. C'est une dame qui se présente à la consultation chez son médecin traitant et qui fait son arrêt cardiaque devant le médecin traitant. Grande chance pour elle, parce qu'elle fait son arrêt cardiaque devant un professionnel de la santé qui va tout de suite appeler les secours et tout de suite commencer le massage cardiaque. Deuxième chance, l'ambulance de secours se trouve à 4 minutes et possède un défibrillateur semi-automatique. Donc dès qu'ils arrivent, ils placent le défibrillateur. La patiente était ce qu'on appelle en fibrillation ventriculaire, donc c'est l'activité électrique avant l'arrêt de toute activité électrique. Donc c'est vraiment le moment le plus précoce où on a le plus de chances de récupérer l'arrêt cardiaque. Et donc ils ont placé le défibrillateur. Nous, on est arrivé au moment où le défibrillateur a donné le premier choc. Et donc on a eu une prise en charge qui était très précoce de cette patiente. Je pense qu'on a récupéré un rythme. On sait que chaque minute compte, parce que chaque minute, c'est des cellules du cœur qui meurent. Et donc ça va d'abord conditionner la survie ou pas de la patiente, et ça va conditionner sa qualité de vie par la suite. Elle ne respire plus là. Elle ne respire plus.
Laisse faire l'analyse. Ok, choc indiqué, on va choquer. Je te dis, elle est repartie, elle refibrille. Ok, on choque et puis je reprends direct. Tu choques, tu reprends direct et on analyse à la dernière boucle. À mettre, je te les donne. Reculez-vous. En dessous le rouge, le rouge. On s'écarte. Le rouge, le rouge. Ok, on ramasse tout de suite. Commencez la RCP. Il y a la plus cardiologue au maintenant, c'est une vidéo cardio strictement normale. Ok. Et l'autopèse du coup ou pas Pas tout de suite, on va voir. Ok, appuie doucement vers le bas. Il aura fallu 4 chocs pour récupérer la patiente. Intubée, stabilisée, elle va être transportée vers le CHU de Liège. C'est la proximité et l'existence du service médical adéquat qui détermine l'hôpital qui accueillera le patient. Il n'y a aucune convention entre le CHU de Liège et la SBL pour transporter les patients vers le CHU de Liège. On a des médecins qui viennent un petit peu de partout, pas que du CHU. Maintenant, il est clair dans nos statistiques que le CHU est un hôpital privé liégier. Pourquoi? Parce que c'est par définition le plateau technique le plus complet qui est souvent le plus proche dans les zones dans lesquelles on travaille. Outre sa rapidité, le vecteur héliporté a aussi l'avantage de la stabilité. En plein vol, des gestes techniques peuvent encore être posés. On avait le diagnostic d'infarctus. Le fait de faire l'échographie en vol permet de donner l'information au cardiologue lorsqu'on arrive en salle de cathé, de lui dire quelle partie du cœur fonctionne le moins bien. Et en fonction de la partie du cœur, on sait quelle artère est bouchée. Et donc il sait par quoi il va commencer son examen et quelle artère il va explorer en premier. Quand on est arrivé au CHU, le cardiologue nous attendait déjà en salle de cathé. On a déposé la patiente en salle de cathé. Et donc quand on regarde le timing d'intervention, 50 minutes après l'appel au 112, la patiente était sur la table de cathétérisme cardiaque avec le cardiologue à côté d'elle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour l'évolution de la patiente, qui finalement a été réveillée aujourd'hui et se porte très bien. Il est 20h. François prend le relais de Laurent pour la garde de nuit. T'as tout qui est prêt, regarde, j'ai sorti le pager, le téléphone, et puis les papiers sont prêts pour toi pour la nuit là. J'avais préparé l'Obsflight Plan. Ok, parfait. Voilà, moi je finis. La machine à 400. 400 kilos, Ouais. voilà, il n'y a rien de particulier. Olivier, le mécanicien, est passé en plus, il a fait le tour, donc voilà, il n'y a pas eu de remarque, donc c'est qu'apparemment tout va bien. Ce sont donc des nuits dormantes, c'est-à-dire que et le médecin et l'infirmier sont dans des chambres qui sont à côté des miennes. Et dès que l'infirmier reçoit un appel, en fait, étant donné que sa chambre est à côté de la mienne, j'entends déjà l'appel et ça me préalerte, ça me réveille. Et puis l'infirmier va me demander si c'est volable, pas volable, et si on peut partir. Mais donc, c'est une nuit dormante et on est activé sur appel du 112.
La nuit a été calme. L'équipe n'est pas sortie. Le mécanicien commence l'inspection journalière de l'appareil dès le matin, en gardant toujours bien en tête qu'à chaque instant, l'hélico peut être appelé. Il y a toujours cette pression, mais bon, qui maintenant n'est plus une pression par habitude, je vais dire. Mais voilà, on sait, on commence à un coin, voilà, j'ouvre ici le carénage, je me focalise sur cette partie ici. Dès que c'est refermé, je sais que cette partie ici est faite. Si l'hélico est déclenché, c'est refermé, je sais exactement où j'en suis. Après, je reprends mon tour quand l'hélico revient, par exemple, pour le prochain vol. Ou si j'ai le temps de faire le tour complet, sans être dérangé, façon de parler, ben voilà. Donc on vérifie les batteries, hein, évidemment. Voir le niveau qui reste, le papier aussi. Si on a une réserve de papier, ça c'est notre détecteur CO. On le teste aussi. On vérifie que, par exemple, pour le défibrillateur, il faut des patchs de défibrillation, que le patch est bien noté, que tout est bien connecté. La journée commence par check du matériel, vérification des batteries, vérification dans le monitoring que le défibrillateur fonctionne bien, vérification du respi, que toutes les valves sont bien conformes et que le respi fonctionne et fonctionnel, changement de batterie, donc oui, vérification de l'oxygène. Ok, la batterie est chargée à 100%, parfait. Quand j'ai terminé l'hélico, je vais aller faire la voiture maintenant, puisque vu que la météo n'est pas optimale. Pour assurer la continuité du travail de l'équipe d'urgence en cas de mauvais temps, le centre médical héliporté s'est en effet équipé d'un véhicule SMUR, mais un SMUR qui ne sort que si l'hélicoptère est dans l'impossibilité de voler. Les conditions sont très strictes, ça veut dire que si on est dans des conditions qui rendent le vol impossible, des brouillards, de la neige, du brouillard givrant, où on a une visibilité qui n'est pas bonne et qui rend impossible l'utilisation du moyen héliporté, à ce moment-là, on va prendre d'emblée le SMUR. Maintenant, si on est sur une intervention qui est à moins de 5 voire 10 km, on peut employer le SMUR, mais on peut employer le SMUR vraiment avec parcimonie. Ça veut dire que il fait beau maintenant, j'ai une intervention à 3 km, je vais quand même prendre l'hélicoptère. Pourquoi? Parce que je vais être très vite près du patient, peut-être aussi vite qu'avec la voiture, mais je serai beaucoup plus rapide pour le transférer à l'hôpital secteur et je serai beaucoup plus rapide pour me remettre disponible. L'hélicoptère, comme le SMUR, n'est pas financé par la santé publique. Depuis sa création, il y a 20 ans, le centre médical héliporté fonctionne en ASBL. En plus des revenus de la carte d'affiliation et des dons de particuliers, 30 communes et 2 provinces soutiennent financièrement le projet. Le soutien des communes et des provinces aussi, c'est un garant de l'esprit de service public. Les communes nous soutiennent aussi parce qu'elles sont convaincues par notre projet. Un projet qui a, semble-t-il, plus de mal à convaincre le ministère de la Santé publique. Pourtant, en 2003, le CMH a obtenu une reconnaissance à titre expérimental. Évidemment, en 2003, pour nous, c'était remarquable, cette reconnaissance à titre expérimental, parce que ça nous donnait une première légitimité, et au plus haut niveau fédéral. Maintenant, évidemment, nous sommes en 2017, et force est de constater que la reconnaissance, le cadre légal du secours héliporté en Belgique n'est toujours pas défini. Et ça, ça nous attriste un peu. Ce n'est pas faute d'avoir travaillé, d'avoir sensibilisé le ministère de la Santé publique fédéral. Et le CMH souhaite aussi que ce cadre légal lui permette de garder son indépendance. Nous sommes externalisés de l'hôpital et nous pensons que c'est important. Être ici à Bras-sur-Lienne, c'est être au milieu de la zone rouge. Vouloir recentrer l'hélicoptère dans un hôpital, c'est le décentrer de la zone rouge qui ne serait pas une bonne idée. C'est une longue journée aujourd'hui. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. L'attente est parfois un peu longue, de fait. Mais bon, voilà, c'est vrai que d'un autre côté, on peut se dire aussi que si on ne nous appelle pas, c'est qu'on n'a pas besoin de nous. Et donc, on ne peut que s'en réjouir, mais c'est vrai que c'est long. Donc, on s'occupe.
c'est un accident avec une faible cinétique, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de dégâts. Par contre, la personne qui était une dame âgée se plaignait de douleurs thoraciques. Donc la préposée, dans son manuel belge de régulation médicale, si la personne a des antécédents cardiaques, elle va nous déclencher pour être certain qu'en sous-jacent, madame n'ait pas fait un malaise de type cardiaque. Qu'est-ce qui vous arrive là, dites-moi? Vous avez fait un accident. Vous étiez dans la voiture de devant ou dans la voiture qui est rentrée dans l'autre? Oui. C'est vous qui est rentré dans le popotin de l'autre? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez fait un petit malaise avant? J'ai mal. Après l'impact ou avant? Non, moi j'étais connue pour le... Mais vous aviez mal avant de faire l'accident? Non. Non. Est-ce que vous avez des allergies à certains produits? Non. Non? D'accord. Et là, la douleur, sur une échelle de 10, 0 c'est le paradis, vous êtes sur la plage, 10 on vous arrache les deux bras. Entre 0 et 10, vous êtes à combien sur la douleur? Certainement à 8. D'accord, c'est important. Voilà, on va vous placer un collier qui va malheureusement appuyer un peu sur le sternum, donc qui va un peu vous déranger, mais c'est pour un peu sécuriser votre colonne. C'est madame qui était dans le véhicule de devant? Oui. Bonjour madame. Je suis le médecin de l'hélico. Voilà madame, laissez-vous aller. Voilà. Vous préférez rester assise madame? Ou allongée? Dites-moi. Stressée. Vous avez eu peur. Maintenant il y a la pression qui se lâche un peu. Oui. D'accord, vous aviez la ceinture? Bien sûr. Oui, ok. Et la tête est partie en arrière au moment du choc. Vous vous arrêtiez pour tourner, la voiture, vous étiez arrêté. J'étais arrêtée parce qu'il y avait un véhicule militaire qui descendait. Donc je vous amène à la citadelle, d'accord? Comme tout votre dossier est là-bas. Voilà, comme ça, ils feront un peu les examens nécessaires là-bas. Être sûr qu'il n'y a rien au niveau de votre poitrine. Hein. Bien souvent, c'est le pilote qui va s'occuper de tout ce qui est manipulation du brancard, puisque nous, bien souvent, on est occupé soit avec notre sac, soit à préparer des médicaments. Donc ici, 9 fois sur 10, c'est le pilote qui va s'occuper avec les ambulanciers de rentrer le patient dans l'hélicoptère. Presque. Attends, voilà. Merci Ditch. Attends, je vais donner l'oxygène à Didier. Merci Andy. Salut Greg. Je pense que la compassion, l'humanité qu'on va transmettre à ce patient, un geste, une main sur l'épaule, lui tenir la main pendant le vol. Pas mal de patients sont stressés pendant le vol, même avec les drogues qu'on leur fait. Ben voilà, on leur tient la main et d'abord on a un contact avec et ça les rassure. Un petit geste, ça coûte pas grand-chose et ça fait beaucoup de bien aux patients et je pense que ça fait vraiment partie de notre travail. Une intervention comme celle-ci, avec transport médicalisé, coûte 1 550 €. Le remboursement de la mutuelle s'élève en moyenne à 1 000 €. Nous avons développé des conventions avec pratiquement toutes les mutuelles de la province de Liège, du Luxembourg et de Namur. Mais nous avons des patients qui viennent du nord du pays. Et quand ils viennent en vacances ici et qu'ils sont secourus par l'hélicoptère, eh bien les mutualités du nord du pays contestent la façon dont nous facturons. Donc nous avons maintenant un projet pour aller les trouver, aller signer des conventions avec elles. C'est très lourd. Alors que s'il y avait un cadre légal, il n'y aurait pas besoin de faire des démarches quasi individuellement avec chaque mutuelle en Belgique, puisque le rayonnement de Bras-sur-Lienne touche quelque part la population belge. S'ils sont toujours 3 en permanence à la base, 28 personnes composent l'équipe opérationnelle du CMH, 5 pilotes, 9 infirmiers et 14 médecins. À peine rentrés à Bras, l'alerte d'une nouvelle mission retentit à nouveau.
Dans un vol, nous, quand on va sur une intervention, la phase la plus longue, c'est le décollage et l'atterrissage. Le transit en lui-même est très rapide. On va dire qu'en général, on est à 240 km/h, ce qui représente une distance de 4 km à la minute. Ce qui permet de valider par rapport à un moyen routier une vitesse 3 fois plus élevée avec l'hélicoptère sur un même trajet que par voie routière. Au départ, lorsqu'on décolle, on a quelques bribes d'informations. Donc ici, on savait que c'était un accident de roulage, apparemment à forte cinétique, avec une voiture qui était sortie de la route et qui était dans un arbre, mais on n'avait pas plus d'informations sur le nombre de victimes et sur l'état des victimes. On est arrivé avant l'ambulance et avant les secours, donc on a été les premiers à voir exactement ce qui se passait. Quand on arrive tout près évidemment et qu'on se penche dans la voiture, là on a une vision directe sur la victime et on sait déjà que ça va être compliqué. Ça va être compliqué et que ça va mettre du temps pour la sortir de ce mauvais pas-là, parce qu'il va y avoir un gros travail de désincarcération à faire. On est rassuré de voir que la victime est consciente, c'est déjà une première chose. Et puis après, on va devoir prendre des paramètres respiratoires, des paramètres de fréquence cardiaque, de tension si c'est possible, et garder un contact aussi verbal avec elle. Allez, le toit est enlevé, maintenant on va pouvoir essayer de regarder ce qui se passe là en dessous. Tout est bon pour vous? Alors, on va tenter, on va le faire par petits coups, d'accord? Alors, pour le premier, 1, 2, Chacun a une compétence particulière, nous au niveau médical, les pompiers au niveau de la désincarcération, du découpage de véhicules, etc. Et donc c'est extrêmement important que les deux responsables, c'est-à-dire le responsable médical, le médecin en charge, et le pompier responsable de la désincarcération, travaillent main dans la main, en accord. Ici, sur cette intervention, on s'est d'ailleurs retrouvés tous les deux dans la voiture. On a fait un break de 2 minutes pour regarder la situation et voir comment on allait au mieux sortir la patiente et avancer ensemble dans la même direction. Cette collaboration avec les pompiers, avec les autres services de secours, avec le personnel hospitalier, n'a jamais cessé d'évoluer. Le réflexe des centres 112 de faire appel à l'hélico est aussi croissant, d'année en année. En 20 ans, le centre médical héliporté de Bras-sur-Lienne a pris sa place dans la zone rurale qui l'accueille. Et la SBL estime que le projet pourrait s'étendre, que d'autres besoins existent, d'autant que la réforme du paysage hospitalier envisagée aujourd'hui vise à spécialiser les hôpitaux, à concentrer les plateaux techniques. On ne permet plus aujourd'hui et demain à tous les hôpitaux de faire de tout. Les hôpitaux se spécialisent, ce qui veut dire que le patient qui arrivera sur le plateau technique sera très bien pris en charge par des équipes compétentes et rodées et qui auront beaucoup d'expertise puisqu'elles vont avoir un volume d'activité.
tout l'enjeu sera comment va-t-on amener le patient dans ces hôpitaux parce qu'il faudra le transporter plus loin que là où nous le transportons aujourd'hui. Et nous pensons que la Belgique ne parviendra pas à résoudre cette équation si elle ne se dote pas demain d'un maillage héliporté. Alors ce ne sera sans doute pas 10 ou 12 hélicoptères, mais il nous semble qu'un maillage avec déjà 5 hélicoptères en Belgique pourrait déjà rendre demain de grands services. La vraie réanimation de quelqu'un, c'est de pouvoir lui rendre une vie normale. C'est ça la définition de la réanimation. Et on y arrive grâce aux compétences, grâce à la rapidité du vecteur, qui fait la différence dans certains cas. Il y a des missions qui ne se passent pas bien, on a des missions avec des images choquantes, des images qui touchent plus de la barbarie, et puis on a des missions qui marquent parce qu'elles se terminent bien, parce qu'on a tout fait et que ça donne de belles réussites par la suite, alors qu'on s'y attendait peut-être pas. Donc ça nous nourrit. C'est pour ça qu'on fait ce métier.